Bonjour, je suis Thierry Marx, chef de cuisine, et je vais réagir aux archives de l'INA. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Vous défendez de nombreuses causes, des causes que nous allons évoquer à travers les archives. On commence par un reportage d'envoyé spécial où l'on voit que vous vivez votre passion de manière assez intense. Ah oui, oui. C'était les meilleurs de la gastronomie, ça. C'est l'heure, on l'attend sur scène. Son équipe se tient prête pour la démonstration. Mais Thierry Marx semble tendu, concentré, comme pour livrer un combat. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs chefs de sa génération. 2 étoiles Michelin, 19,5 sur 20 au Goemio. On le consacre, on l'applaudit. Le public aime ses recettes ludiques, dynamiques. Son bœuf carotte en rouleau, sa quiche lorraine liquide et ses poires au vin baignés d'une limonade effervescente. Merci beaucoup. Une cuisine qui raconte son destin hors du commun. Merci. C'était les meilleurs de la gastronomie. C'est intéressant parce que le New York Times, le magazine du Times, avait titré la gastronomie en France est morte, l'innovation est ailleurs. Donc il était important pour les chefs de ma génération d'aller défendre l'idée que l'innovation était encore bien présente en France, que l'innovation nécessite de l'audace, d'accepter aussi de prendre des coups, d'être critiqué, et en même temps de continuer à déranger des cercles qui ont été établis par d'autres. Est-ce que vous vivez la cuisine comme un combat ? Non, je vis la vie comme un combat. Je ne vais pas reprendre la phrase de Bertolt Brecht, celui qui ne combat pas a déjà perdu. Donc en fonction de votre extraction sociale, de votre vie, il y a des combats qui sont à mener, des combats qui sont par moments des combats difficiles. Il faut faire ses choix. Comment on devient chef et chef d'entreprise en sortant d'une extraction sociale modeste et d'un quartier un peu compliqué, en ayant été déscolarisé très tôt. Donc à un moment donné, il a fallu que j'explique pourquoi j'avais fait des choix de cadre éducationnel qui m'étaient propres, celle du sport bien sûr, mais celle aussi de l'apprentissage. Il faut regarder au-dessus de la ligne d'horizon et comment on peut le faire. Moi, il y a énormément de gens qui m'ont aidé à regarder au-dessus de la ligne d'horizon. On va regarder une archive de 1981 sur une célèbre chaîne de restauration américaine qui a bouleversé les habitudes des Français. Le fast-food, une nouvelle façon de se nourrir à la française, avec 2 décennies de retard sur les États-Unis. Le hamburger commence à entrer dans les habitudes alimentaires, ou plutôt dans une façon de vivre. Le repas familial n'est plus sacro-saint, place maintenant au repas pratique. Pourquoi vous venez manger ici? C'est assez rapide comme service. En général, on n'a pas beaucoup de temps le midi. Ça va plus vite. Puis, c'est bon. C'est bon. Chaque jour, près de 1000 hamburgers sont ainsi confectionnés d'une manière quasi médicale, dans un univers quasi stérilisé. Si le hamburger n'est pas vendu dans les 10 minutes, il est jeté. Même sort pour les frites au bout de 7 minutes. C'est vrai qu'à cette époque-là, on a cru que c'était une forme de modernité et finalement, on a dérégulé notre alimentation en commençant à se dire finalement, je peux manger tout le temps et presque n'importe quoi. Et on est arrivé dans du surgras, du sursucre. Et quand on regarde ça, 40 ans après, finalement, on a une fracture sociale qui est toujours là, très dure, et donc une alimentation à 2 vitesses, une alimentation de gens qui peuvent comprendre ce qu'ils mangent et avoir un reste à vivre suffisant pour aller dans autre chose que cela, et puis certains qui rentrent dans une alimentation hyper industrialisée. Et résultat de tout ça, c'est une santé publique qui est très déséquilibrée. Aujourd'hui, on a une explosion du diabète de type 2, tous les médecins le confirment. On a un marqueur fort de la pauvreté qui est l'obésité, etc. Donc évidemment, il y a une grande part de responsabilité dans ce type de restauration. On va vous montrer un des premiers chefs à avoir mis les légumes dans l'assiette de ces restaurants, c'est Alain Passard. Oubliez la viande, vive les produits du potager. Dès le printemps prochain, ce sera la règle pour Alain Passard. À part quelques volailles, le chef du restaurant L'Arpège à Paris ne proposera sur sa carte que des légumes ou des fruits. Une première pour un 3 étoiles Michelin. C'est d'abord une décision très personnelle. C'est une relation effectivement pour moi difficile avec la consommation de la viande, donc je ne mange pratiquement plus de viande. Et quelque part, c'est aussi une délivrance et un soulagement
par rapport à un registre où j'avais de plus en plus de mal à trouver des idées. Alain Passard, c'est un modèle. Hein. Il a eu raison avant tout le monde. On est en pleine crise de la vache folle dans ces images, à mon avis. Et il comprend qu'il y a un virage à prendre. Il faut beaucoup d'audace. Il a 3 étoiles. C'est un chef extrêmement créatif. Et sa créativité s'est basée sur le fait qu'il choisit l'option du modèle végétarien avec son propre potager. Alors ça a été beaucoup copié, même maintenant, il faut le dire. Il a inspiré énormément de chefs dans ce domaine. Mais aujourd'hui, on a un énorme stress sur cette planète, qui est le stress hydrique. Donc on s'est dit, la gastronomie, il y a un problème. Oui, ça va être le stress hydrique, 2050, 2070. Il se trouve que le stress hydrique, on y est maintenant. Donc il faut moins de protéines animales pour augmenter la protéine végétale. Donc il y a une vraie anticipation chez Alain Passard. Est-ce que la souffrance animale, c'est une cause qui vous importe aussi ? La souffrance animale me gêne beaucoup. Quand je vois des élevages intensifs, ça me dérange qu'on fasse encore en France ce type d'élevage. Je vois ça en Chine, des élevages à étage, c'est absolument impensable de considérer qu'on peut manger de la protéine animale dans ces conditions-là. Moi, je pense qu'on devrait rentrer dans l'aspect flexitérien de notre alimentation, c'est de dire, bon, on va passer du bœuf-carotte au carotte-bœuf. Vous voyez, 80-20. 80% végétal, 20% protéines animales. Allez, 40 grammes de viande ou 80 grammes de viande une fois par semaine, ça suffit largement. Je pense que les gens qui aiment la protéine animale retrouveraient le bonheur de la protéine animale de qualité, et puis ça, quand même, améliorerait considérablement l'impact que peut avoir les élevages, et notamment les élevages intensifs, sur l'impact environnemental. Il n'y a pas si longtemps, les femmes étaient exclues des fourneaux des grands restaurants. En 1975, le célèbre chroniqueur Christian Guy expliquait pourquoi. Est-ce que les femmes ont du talent en cuisine? Certainement pas. Certainement pas. Voyons enfin, ça se saurait, on les verrait avoir inventé un plat, on verrait un Bocuse femme, on verrait quelque chose comme ça. Voilà. Et la meilleure preuve, puisque vous parlez de féminin, eh ben, chef n'a pas de féminin, vous allez dire une chefesse? Cheftaine. Cheftaine, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, la cheftaine de l'Étoile d'Or, vous aurez bonne mie, enfin comme ça. Peut-être qu'elles ont tellement fait la cuisine dans leur vie, les femmes, que leur ambition ne se situe pas là. C'est de toute façon, mais elles pourraient quand même continuer à le faire, ce serait quand même très agréable. Ah bah elles continuent. Elles le font, mais elles le réussissent mal. Non mais attendez, ce que vous contestez, c'est l'esprit créateur de la femme. Ce que je conteste, c'est l'esprit créateur de la femme. La femme a peut-être trop d'imagination. Lorsqu'elle fait un plat, lorsqu'elle veut faire un grand plat, eh ben, elle ne suit pas la recette classique, alors on ne sait pas du tout ce que ça va donner, vous comprenez? Et ça, c'est terrible en cuisine. Une femme ne réussit jamais 2 fois le même plat, ça, c'est pas possible. Non, ça c'est pas entendable. Je veux dire que on a vu arriver les femmes avec bonheur dans la cuisine, même à l'époque de ce monsieur. Il faut pas oublier qu'il y avait eu la mère Brasier. Il y a eu pas mal de femmes qui se sont imposées en cuisine et qui ont fait l'écriture de la cuisine française. Aujourd'hui, c'est vraiment plus possible d'entendre ça. Il y a des chefs femmes qui arrivent dans nos métiers, qui sont des femmes absolument créatives, organisées. On voit Hélène Darros là, mais il y a Anne-Sophie Pic, il y a énormément de femmes aujourd'hui qui sont à la tête de nos brigades et qui font merveilleusement bien et qui ont un esprit créatif. Vous savez, une brigade, que ce soit un homme ou une femme, c'est l'exemple qui fait la preuve de l'autorité. Dès lors que vous montrez l'exemple, eh bien finalement, l'équipe se rassemble derrière vous, que ce soit une femme ou un homme. Mes 2 premiers sous-chefs étaient des sous-chefs femmes et elles sont devenues chefs aujourd'hui, elles sont chefs étoilées. Donc, il y a aucun... Ce monsieur est un peu décalé, je trouve, même à son époque d'ailleurs. C'est vrai que le monde des cuisines n'est pas tendre depuis quelques années, ni pour les femmes, ni pour les hommes. On écoute des témoignages qui révèlent ce qui s'y passe. On est en 2015. Le but du jeu, de toute façon, on l'a senti tout de suite, c'était de nous briser moralement. Je fais aussi toujours des cauchemars. C'est des coups qui font des bleus, qui font très mal sur le moment et qui laissent des traces. Face au scandale, la plupart des chefs français se serrent les coudes. Rares sont ceux qui acceptent de parler ouvertement des violences. J'avais passé un mec par le pass comme ça, je l'avais pris par la cravate avec son gilet et j'avais tellement tiré que le mec il est passé par le pass. Comment font les cuisiniers pour résister à tant de pression ? C'est vrai qu'il y a eu des abus dans ce métier, il y a eu des gens qui se sont comportés de façon navrante, mais en même temps, certains chefs ne mesuraient pas, ils considéraient que ce qu'ils avaient vécu était normal, donc ils allaient reproduire cela. Et puis ils ne contrôlaient pas non plus le 2e et le 3e cercle, qui, sous prétexte que
le chef aurait dit, imposait des conditions de travail à des jeunes gens qui n'étaient pas admissibles. Tout ça, c'est largement dénoncé. Moi, en tant que président de l'UMI, je soutiens tous les jeunes gens qui viennent nous voir en nous disant « j'ai été maltraité, on va intenter, on va déposer une plainte ». Et ça, eh bien, on les accompagne pour les aider à dénoncer ce type de propos. Donc, on est très clair avec ça. Aujourd'hui, on devrait considérer que la formation managériale de ces futurs chefs à l'école hôtelière ou même dans des CFA ou des lycées professionnels devrait faire partie de la formation, et y compris une reprise en main de la condition physique et du sport, parce que rien de mieux que le sport pour vous apprendre à mettre du temps entre l'émotion et l'action. Et ça me paraît être essentiel de reformer des managers ou de continuer à former ces futurs managers en entreprise. Et vous-même, vous en avez subi des violences en cuisine? Non, jamais. Je n'ai pas physique pour ça. Et exercer, ça vous est arrivé? Non, ça m'est arrivé d'être très tendu vis-à-vis d'une erreur qui venait faite, surtout au début de ma carrière. C'était vraiment des tensions énormes. On cherchait vraiment à avoir une reconnaissance professionnelle. Moi, je sortais un petit peu de nulle part. J'étais un peu rentré par effraction dans ce métier. Donc, il y a eu des tensions très, très, très vives, mais jamais de bagarre générale dans la cuisine. On dit que vous chuchotez en cuisine. Est-ce que c'est vrai? Oui, je chuchote parce que je n'aime pas le bruit. Je n'aime pas cette nuisance du bruit, ce côté très toxique du bruit. Donc je chuchote, comme ça tout le monde fait attention à baisser la voix. Et quand un ordre est donné, parce que un ordre est une ponctuation finalement du moment de travail, et bien comme ça tout le monde a entendu, tout le monde reste concentré. Et ça m'évite de mettre une pression excessive sur les collaborateurs. Et j'ai essayé d'enseigner ça à mes jeunes collaborateurs qui aujourd'hui, globalement, font la même chose. C'est vrai que la cuisine pour vous, c'est une question de transmission. Elle vous a mené jusqu'en prison, où vous avez donné des cours de cuisine. Nous allons à la centrale de Poissy. Ici, les couteaux sont sous haute surveillance, comme les détenus, tous condamnés à de longues peines. À Poissy, peu de formation pour beaucoup de détenus. Ceux-là ont dû prouver leur motivation pour intégrer cette formation de cuisine très courue. On va la laver là-bas. On se tait quand il parle, quoi, et on écoute ce qu'il dit. Parce que c'est un grand chef et parce qu'il donne de son temps et qui fait des concessions pour venir nous voir, et c'est pas tout le monde qui le fait aussi, quoi. L'an dernier, tous les détenus du groupe ont décroché leur bac professionnel, même si la vocation n'est pas toujours au rendez-vous. C'est intéressant de montrer les actions que nous pouvons mener en détention. J'entends les critiques très souvent. Pourquoi s'occuper de ces gens-là? Et la réponse, elle est simple. C'est-à-dire que si vous considérez qu'on doit vivre tous dans une démocratie, alors dans une démocratie, les gens rentrent en prison et en sortent. Et donc il faut qu'ils en sortent avec un projet positif. Et dans une recette, il y a un programme pédagogique, l'arithmétique, la grammaire, le français lu, écrit et parlé, une ouverture d'esprit, une connaissance de l'histoire-géographie. Quand vous faites un filet de bœuf Wellington, très rapidement, vous êtes amené à parler de Wellington, de Waterloo, de Bonaparte, de la Révolution française. Vous ouvrez à la curiosité. Et souvent, c'est ce que je dis aussi à mes jeunes collaborateurs quand on parle de transmission. Je leur dis, c'est pas votre employeur qui protège votre emploi, c'est votre curiosité. Plus vous allez être curieux, plus vous allez devenir des hommes libres. C'est la même chose que je transmets en détention. Un jour, un détenu m'a répondu, il me dit, vous savez, quand vous venez, je me lève. Parce que depuis que je suis en détention, je suis même plus obligé de me lever de mon lit. Quand je sais que vous venez, dans la semaine où vous venez, je reprends mes cahiers de cours, je me lève, je me change, et je viens en tenue pour le cours. Ça, c'est déjà important, c'est une remise en forme et en verticalité vers un projet politique. On va vous montrer maintenant un moment difficile de l'histoire de la cuisine, le suicide de Bernard Loiseau. Malgré le drame, le restaurant La Côte d'Or a ouvert ses portes aujourd'hui. Bernard Loiseau avait repris cette maison sur le déclin il y a 28 ans. À force de travail et de talent, il en a fait un bastion de la gastronomie française. Tous ces gens, tous ces êtres exceptionnels qui vous donnent une impression de tant d'assurance, ils ont tous une très forte fragilité. Ils ont tous des moments de doute tellement forts. Et là, il a eu un doute tellement fort et malheureusement, il s'est retrouvé seul durant quelques heures et on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. J'étais apprenti chez Trois Gros dans les années 68-71. Et puis donc j'avais le visage des frères Trois Gros au-dessus de mon lit. Puis j'ai dit un jour je serai comme eux. Et puis tous les jours, vous voyez, je me lève, je mets mes chaussettes. Et puis je dis un but, 3 étoiles Michelin. 3 étoiles au Michelin, un rêve qui se réalise en 1991. Après une décennie d'excellence, cette année, Bernard Loiseau venait de voir sa note rétrogradée au Go Emilio
passant de 19 à 17 sur 20. Je voulais travailler en cuisine et donc je suis allé me présenter chez Bernard Loiseau. Et évidemment, j'avais pas de CV, pas de certificat de travail, j'avais passé un CAP en 6 mois. Et c'était un homme lumineux, mais lumineux. C'est-à-dire que c'est un homme qui respirait la gastronomie, qui respirait la transmission. C'est un homme qui donnait envie. Quand il ne m'a pas embauché, finalement, il me dit « Mais tu déjeunes ici ». Je dis « Non, mais je n'ai pas les moyens d'un 3 étoiles ». Il me dit « Non, mais tu déjeunes ici, je t'invite ». Donc, il a mis une table devant la porte et il nous a fait déjeuner à ce moment-là. Et il m'a donné une telle énergie, il était tellement solaire, tellement riche de générosité, que je suis allé me présenter dans 2 restaurants à Paris, un qui s'appelait La Marée, je n'ai pas été pris, et ensuite j'ai été présenté chez Taïwan. Et j'ai dit, quand le chef Claude Deling m'a demandé d'où je venais, je dis, j'arrive de chez Bernard Loiseau, mais je n'ai pas dit que Bernard Loiseau m'avait invité qu'à déjeuner. Mais cette générosité-là m'a permis d'ouvrir la porte de chez Taïwan. Votre cuisine est le reflet de votre vie. On vous amène à Bois-l'Abbé, dans la cité de votre enfance. Oui, ça c'est... Quand on est venu, déjà il faisait froid. Et il y avait plein de terre partout, il n'y avait pas le gazon devant où c'est qu'on est, là, il n'y avait pas tout ça. J'ai dit, bon, ben, l'été, ça se trouve, c'est plus joli. Moi, ça m'a paru bien. Où j'étais avant, il n'y avait pas de confort. J'habitais un 6e et il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de salle de bain. Et puis, j'avais une pièce en moins quand même. En définitive, c'est important entre s'ennuyer peut-être un peu et puis la douche et le chauffage, vous avez quand même choisi, non? J'ai choisi parce que ici ça m'a plu, il y avait un grand balcon et que j'avais pas là-bas. Et puis il y avait le confort, les pièces étaient plus grandes, et la salle de bain, tout ça c'est très important pour les enfants surtout. Au fond, Paris ou enfin une grande ville, ça vous manque? Oh oui. Moi, j'aimais mieux Paris. Ah oui, bah, je connais bien l'histoire. C'est le Bois-l'Abbé, les Boulereaux. On est arrivé, c'était un terrain vague. Il y avait du béton dessus. Bah, c'est exactement les images que vous voyez là. Nos parents y ont cru. On a cru que c'était un nouvel Eldorado, qu'il y aurait du travail, qu'il y aurait plein de choses. Et puis l'ambiance s'est rapidement dégradée. Parce que déjà, beaucoup d'adultes avaient perdu leurs emplois. Et finalement, on se repliait dans les cages d'escalier, il n'y avait rien d'autre à faire. Pour aller rien qu'à Joinville-le-Pont, il y avait 5 bus à prendre. Et une chance peut-être dans ces quartiers à l'époque, c'est que globalement c'était des banlieues rouges, comme on dit, des banlieues communistes, et le sport était gratuit. Pour beaucoup de mes copains, le sport a été, après la déscolarisation, un nouveau cadre éducationnel. Ça a été fort. Mais la dégradation de ces quartiers est arrivée très 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 vite. D'ailleurs, nos parents n'avaient de cesse qu'à trouver le moindre denier pour essayer de quitter ça et d'aller très très loin de ce béton. Tout était toujours en panne, tout devenait toujours très sale. Et tous ces petits garçons et petites filles que vous voyez là, bah, ça n'a pas duré très longtemps. On est devenus très rapidement des adolescents. Très rapidement, on ne pouvait plus jouer dans les cours. Donc ces quartiers sont devenus, ils se sont repliés sur eux-mêmes. C'est devenu des silos. J'ai quitté ces quartiers sans tourner la tête, vraiment. Je suis parti et j'ai jamais voulu y revenir. Et quelques années maintenant après, je suis revenu, on a créé des écoles dans ces quartiers et on s'est aperçu que, évidemment, tous les petits trafics qui sont devenus des gros trafics. Vous savez, dans ces quartiers, ce qu'on remarque depuis 10 ans, c'est que vous avez 3 grands moteurs d'inclusion. L'art, l'artisanat et le sport. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le faire pour apprendre. Bien souvent, beaucoup de jeunes gens dans ces quartiers ont détesté l'école, mais ils redécouvrent dans l'art, l'artisanat et le sport le faire pour apprendre. Et là, ça les remotive et bien souvent, on arrive à leur trouver des projets formidables, parce que s'il y a bien une chose qu'on a appris dans ces quartiers, c'est l'adaptabilité. Vous pratiquez le judo, d'autres arts martiaux comme le MMA. C'est l'heure de regarder une archive qui parle de méditation, de moines et de samouraïs. Pour le maître Suhara, l'un des supérieurs du grand temple zen Engakuji, le tir à l'arc, la méditation et la vie intérieure ne sont jamais séparés.
Autrefois, il n'était pas rare qu'à la fin de leur vie, de grands samouraïs deviennent moines zen. Comment expliquer que tel homme capable de couper en deux un adversaire en une fraction de seconde adopte une spiritualité qui est par essence non violente? C'est sans doute parce que les arts martiaux, effaçant la peur, créent au-delà de la violence maîtrisée une conscience plus vaste de la paix intérieure. Oui, c'est très juste, le propos est très juste. D'ailleurs, au Japon, on dit souvent, quand on pratique l'escrime au sabre, on dit Ken Zen Ichi Nyo, sabre et méditation ne fait qu'un. Et ce qui vous permet de mettre du temps entre votre émotion et vos actions. Et la méditation, le fait de vous recentrer sur vous-même, vous permet justement de mettre du temps entre l'émotion et l'action. Et ça, c'est essentiel. Et vous avez évoqué l'esprit des samouraïs. Les samouraïs n'avaient pas peur de la mort, ils avaient peur de mal remplir les jours entre leur vie et leur mort. C'est totalement différent. Et c'est tout ce qui fait l'intérêt de l'art martial, qui est vraiment pas une succession de coups de pied et de coups de poing comme on pourrait le croire, ou d'être plus fort, mais de savoir être en capacité de se recentrer, de se retrouver soi-même. Il y a vraiment une discipline qu'il faut se donner. C'est la même chose que la cuisine finalement. C'est rigueur, c'est votre verticalité, engagement, faut y aller. À un moment donné, il va falloir vous confronter. Et régularité. Régularité de vous entraîner régulièrement. Et alors vous êtes plutôt moine ou samouraï? Plutôt moine. Nous allons vous demander de choisir la personne qui va vous poser la prochaine question entre Henri Chapier, Caroline Tresca, Laure Adler et Jacques Chancel. Henri Chapier. Parce que je connais Caroline Tresca, j'aime beaucoup. Laure Adler aussi. Henri Chapier, j'ai jamais eu l'occasion de... J'ai croisé sa voix, comme tout à chacun, mais c'est jamais une personnalité que j'ai eu la chance de rencontrer. Avez-vous des tourments, ou plutôt, disons, des préoccupations métaphysiques, des croyances profondes, et un peu cachées, bien sûr, ça s'étale pas, ça. Je crois à l'observation de la nature, vraiment. Je pense que la nature a encore beaucoup de leçons à nous donner. Et l'observation du biomimétisme, par exemple, et pendant ces périodes de méditation, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel et qui m'apporte beaucoup. La vie qu'on voit et la vie qu'on ne voit pas. Et je pense qu'en observant la nature, c'est la nature qui m'a appris finalement à accepter la vie telle qu'elle est. Parce qu'avec ses cycles, avec ses régénérescences, et puis cette idée de la disparition qui finalement n'est pas une disparition définitive, mais qui devient un compost pour de nouveau enrichir la vie. Et ça, je crois que si on a un bon karma, on peut le réussir.